Bonjour à tous. Merci beaucoup. C'est toujours intimidant de monter un peu sur cette scène, et surtout quand on est accueilli comme ça. Alors moi, je vais vous parler non pas de bonheur, si ce n'est, on ne sait jamais, mais de bien maîtriser les moments de l'immobilier grâce au digital. Et je vous remercie d'être présents aussi nombreux, d'avoir bravé le froid et d'avoir bravé l'envie d'aller en terrasse, profiter d'un des rares rayons de soleil. Aujourd'hui, terrasse chauffée, bien évidemment, pour venir vous enfermer avec moi pendant la prochaine demi-heure ou les prochains 3/4 d'heure. Alors, je m'appelle Bertrand Girard, et chez Google, je m'occupe d'accompagner les grands comptes immobiliers dans la définition de leur stratégie digitale et médias. L'intervention va se composer de 3 parties. Et l'idée de la première partie, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et comment l'immobilier est devenu un territoire digital. Et une partie de la réponse, et on pense que c'est ça, c'est qu'il est devenu un territoire digital par la voix de ses clients. Une chose est sûre, c'est qu'en 2016, et vous reconnaîtrez l'allusion ou pas, en 2016, le digital et l'immobilier, c'est une histoire qui marche. C'est une histoire qui marche parce que le digital est le point de départ de la plupart des parcours immobiliers, et les chiffres le montrent. Et cette histoire d'amour, elle n'est pas prête de s'arrêter. Elle n'est pas prête de s'arrêter parce qu'aujourd'hui, on a 92%, ou 92% des projets immobiliers concrétisés qui débutent sur Internet. Si vous étiez là l'année dernière, on était à 90, donc on a gagné 2 points encore dans cette digitalisation du secteur immobilier, et 2 points qui ont été gagnés par les utilisateurs et par la manière dont ils sont équipés. Deuxième chiffre qui, lui, n'a pas bougé, c'est l'intérêt et l'attrait de l'immobilier dans le digital pour tous les internautes en France. Et ça, c'est assez énorme parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs qui peuvent jouir d'un tel plébiscite aujourd'hui. C'est de se dire qu'aujourd'hui en France, vous avez un internaute sur 3, tous les mois, qui se connecte à une plateforme immobilière. Et ça, c'est énorme. Ça nous dit une chose. Ça nous dit que nos clients, vos clients, les acheteurs, les loueurs, les vendeurs et les bailleurs, ils sont plus seulement connectés. Ces acheteurs, ces loueurs, ces vendeurs et ces bailleurs, ce sont des experts du digital. Et pas spécialement des experts de l'immobilier digital. Parce que pour être expert de l'immobilier digital, il faudrait que l'immobilier soit entièrement digital. Et on sait que c'est en bonne voie, mais ce n'est pas encore le cas. C'est des experts du digital parce que c'est des experts de l'achat en ligne. C'est des experts de la communication. C'est des experts du partage et des réseaux sociaux. C'est des experts des écosystèmes, iOS, Android. C'est des experts du hardware, du software. C'est des experts de la tech. Et tout ça, ça fait que ça crée des attentes particulières chez ces utilisateurs et on y reviendra. Mais c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, quand vous vous adressez à un client, il ne faut plus le voir comme un client, il faut le voir comme un expert du digital. Il faut s'adresser à lui en tant que tel. Cette expertise du digital, elle s'explique notamment par le taux de pénétration des mobinotes et des smartphones en France. Aujourd'hui, s'il y a un chiffre qui augmente aussi vite que le nombre de mandats exclusifs que vous êtes capable de signer et que le prix du mètre carré à Paris, c'est bien ce chiffre-là, le nombre de mobinotes en France. Aujourd'hui, on est 36 millions, et je dis « on » parce que je n'arrive pas à imaginer que dans cette salle, il y ait une personne qui ne possède pas de smartphone. En tout cas, dans ce temple de l'innovation qui est Rent, qui est quelqu'un qui ne possède pas de smartphone, ça représente 71% de la population française. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder par classe d'âge le taux d'équipement en France. Et tout ça en commençant évidemment par les plus jeunes, les 60-69 ans, qui, eux, sont équipés à hauteur de 35% aujourd'hui. 35%, c'est énorme parce qu'on a gagné en un an 11 points d'équipement de smartphone sur cette classe d'âge. Donc ces gens-là qu'on imaginait pas digitaux pour un sou, qu'on imaginait moins connectés que les autres, eh ben c'est plus tout à fait vrai, puisque pour 35% d'entre eux, vous pouvez les considérer comme votre neveu de 18 ans. Pour les jeunes de 40 à 59 ans, à savoir le ventre mou, finalement, puisque c'est la catégorie, enfin, en tout cas au sens plus figuré que propre, bien évidemment,
C'est la catégorie qui gagne le plus, puisqu'on gagne 14 points là sur le taux d'équipement en smartphone de cette catégorie-là. Je disais ventre mou parce que finalement 40-59, ça couvre 20 ans. Et donc c'est la catégorie la plus grande. Et donc c'est celle qui présente le plus de disparités aussi entre les gens de 40 ans qui vont être équipés en fait à 80% et les gens de 59 qui vont être plutôt équipés à 35%. Chez les jeunes de 25 à 39 ans, on gagne 12 points pour atteindre 79%. Et sur la catégorie reine du smartphone, celle qui est connectée en permanence, la catégorie de la notification absolue et celle qui a arrêté de lire des livres, vous avez 90% avec 9 points d'augmentation. 9 points d'augmentation sur cette catégorie qui est déjà autant équipée, c'est énorme aussi. Et ça, c'est intéressant de manière culturelle et structurelle de se dire que ces gens-là sont aussi équipés, mais c'est extrêmement intéressant parce que ces gens-là sont vos clients. Et ce que ça veut dire chez nous, c'est que si on essaie de lier ça à l'âge médian de la première location, du premier achat ou du premier achat d'investissement, on arrive à dessiner un peu un portrait robot, en tout cas dans la possession de smartphone, de vos clients. Chez les loueurs, l'âge médian de la première location est de 20 ans. Le taux d'équipement de ces gens-là, il est de 90%. Il est supérieur à 90%. Chez les acheteurs, l'âge médian du premier achat monte un peu, il est à 28. Le taux d'équipement, on peut facilement estimer qu'il est au-delà de 80%. Et chez les bailleurs, donc les gens qui vont avoir un investissement locatif, l'âge médian du premier investissement locatif, il est de l'ordre de 40 ans. On a un taux d'équipement qui, lui, avoisine les 70%. Donc vous avez des clients ici, ces différents clients que vous adressez différemment, ben ils sont éminemment mobiles, et ça, il faut le garder en tête. La deuxième chose qui est hyper intéressante, et on a la chance chez Google d'avoir un observatoire incroyable des usages et des mutations, c'est de se dire que dans immobilier, il y a mobile. Alors dans immobilier, il y a aussi immobile. Mais si vous me permettez, on va se concentrer en fait sur la partie mobile. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et on a un observatoire assez phénoménal chez Google qui est celui du moteur de recherche. Et quand on regarde le moteur de recherche et qu'on regarde la manière dont les gens effectuent leurs recherches, il y a eu un grand moment en 2015. Et le grand moment en 2015, c'est qu'en septembre 2015, le nombre au global dans le monde de recherches à partir de smartphones a dépassé le nombre global de recherches à partir d'ordinateurs. Aujourd'hui, la population mondiale à laquelle Google s'adresse, elle est majoritairement mobile. Et l'immobilier, eh ben, il n'est pas en reste. Il est un petit peu moins mobile que l'ensemble de la population, mondiale, je parle, mais il présente des taux de croissance qui sont eux aussi phénoménaux et à 2 chiffres. Et je pense que c'est quelque chose que vous voyez, vous, au quotidien. Les gens se connecter sur vos sites à partir de mobile, parce que nous, on voit les gens, à l'étape juste avant, faire des recherches, et ces recherches qui guident sur votre site. Il y a une deuxième chose qui est intéressante, une troisième, c'est de se dire que ces gens qui sont maintenant très digitaux, eh bien, tous les services que vous représentez, dont vous faites partie, et ce salon, il en est la preuve, ils sont en train de se digitaliser pour mieux leur parler, pour adopter leur discours et pour s'adapter à eux. Et ils sont en train de se digitaliser pour 4 choses. La première, c'est améliorer la transparence. La seconde, c'est digitaliser des services qui ne l'étaient pas. La troisième, c'est faire usage de la data et se différencier. Et la quatrième, c'est repenser les business models. Alors pour ça, le salon est plein d'acteurs qui illustrent ces 4 points. Moi, je voulais juste prendre des exemples, et c'est vraiment pas exhaustif, c'était juste pour essayer de les décortiquer ensemble et se demander ce que ça apporte en termes de digital. Le premier exemple, c'est celui d'Orpi. Alors, j'ai pris Orpi parce qu'ils ont fait une grande annonce cette année, une annonce axée sur la transparence et le digital. Et cette annonce, c'était celle de dire que pour améliorer la transparence en utilisant le digital, pour ces acteurs et pour ces utilisateurs nouvelle génération, on allait proposer des packs de services. Et ces packs de services, ils seraient entièrement transparents, disponibles en ligne,
et accessible par les utilisateurs. Ça, c'est assez intéressant en termes de transparence, de business model et de digitalisation de certains services. Il y a d'autres choses, hein, évidemment, en Orpi, et puis il y a d'autres marques qui font ça très bien. Le deuxième, c'était pour illustrer le point de ces services qui n'étaient pas digitaux et qui l'ont été. Et ces services, ils s'adressent à cette population dont on parle. Cette population qui a des banques mobiles, qui chatte avec son banquier à 11h du soir et qui ne veut plus envoyer de fax. Et ces services, un exemple, c'est celui de la e-gérance proposée par Nexity. Donc un service complètement en ligne à destination des bailleurs pour pouvoir fluidifier un peu le process et donner une brique digitale au process de gérance qui ne l'était pas forcément jusqu'à maintenant. Apporter des services additionnels, évidemment, rémunérés très certainement, mais bien sûr, digitaliser ce service. Quand on pense data, on pense à un acteur américain qui s'appelle Zillow, qui n'est pas un nouveau venu dans le paysage et que vous connaissez certainement. Et quand on pense data avec Zillow, on pense toujours côté utilisateur, se dire qu'est-ce qu'il leur apporte. Zillow, il travaille sur énormément de sources de données pour apporter à l'utilisateur une couche d'information et de transparence supplémentaire directement sur le site. Et celle à laquelle on pense immédiatement là, c'est que sur cette plateforme Zillow, quand vous faites une recherche à partir de la carte, on vous donne assez facilement le prix des biens avoisinants, le prix du mètre carré, etc. Mais on ne s'arrête pas là, parce que faire usage de la data, ce n'est pas juste utiliser la donnée pour la placer sur des cartes, c'est utiliser la donnée pour en tirer des insights qui vont accélérer les décisions, ou en tout cas faciliter la décision de la part de l'utilisateur. Et chez Zillow, toujours pour cet utilisateur final, il vous propose, pour un bien, d'estimer à un an la valeur que va prendre ce bien si vous l'achetez ce prix-là. Ça, c'est hyper intéressant. Donc derrière, on a des algorithmes, du traitement de données et des choses qui vont apporter une information nouvelle à l'utilisateur pour fluidifier son process. Et de l'autre côté, chez Zillow, ce qu'on a, c'est ce qu'on retrouve chez la plupart des pure players qui aujourd'hui fonctionnent le mieux. Je pense à Booking, je pense à Amazon. On retrouve des armées de statisticiens, ces fameux data scientists, qui, eux, travaillent en chambre avec toutes les données qu'ils arrivent à collecter, à acheter, et qui les compilent pour avoir une meilleure connaissance du marché et donner cette connaissance du marché. Ils la donnent gratuitement aux utilisateurs pour faciliter l'achat, et puis ils la donnent d'autres manières, en compilant ces données ou en l'utilisant pour mieux cibler leurs médias, mieux acheter leurs médias et mieux proposer une expérience sur le site qui soit plus personnalisée et plus personnelle à chaque utilisateur. Le dernier exemple, c'est un exemple américain aussi, peut-être que vous connaissez un petit peu moins. C'est une entreprise qui a été créée l'année dernière, qui s'appelle 10X. 10X, elle a été créée en s'appuyant sur l'expertise d'un autre mastodonte américain qui s'appelle Auction.com. C'est un site de vente aux enchères de biens immobiliers. Et 10X, donc il s'adresse à l'immobilier particulier et aussi à l'immobilier commercial. Là, on va parler un peu d'immobilier particulier. L'idée, c'est de digitaliser l'ensemble d'expériences de l'achat immobilier. Donc 10X, c'est une plateforme, une marketplace, où agents immobiliers, particuliers, acheteurs et vendeurs vont pouvoir aller lister des biens, rechercher des biens et entreprendre un achat de biens entièrement en ligne dans une plateforme qui table tout sur la transparence. La transparence étant le fait de recevoir toutes les offres, de les voir sur les plateformes, de les discuter, de les accepter, de les refuser et potentiellement de conclure des transactions directement sur la plateforme. Et ça, ce qui était à l'origine une idée un peu farfelue de digitaliser un process, elle prend du sens parce que quand vous interrogez les Français aujourd'hui sur leur parcours immobilier, vous n'en avez pas beaucoup. Vous en avez 23%. 23% qui disent être prêts à avoir un parcours immobilier à 99,9% digital. Évidemment pas à 100%. Ils ont envie de visiter le bien, ils ont envie de rencontrer les personnes, ils ont envie de contact humain, ils ont envie d'être assurés, ils ont envie d'être convaincus. Mais par contre, ce que leur rapporte une telle plateforme en digital, c'est beaucoup de bénéfices au niveau de la transparence
de leur parcours. Il y a quelque chose d'autre dans la digitalisation, et c'est un tout autre sujet, mais on ne pouvait pas le laisser de côté. Cette autre chose, c'est celle-là, c'est la vidéo. La vidéo en ligne. Aujourd'hui, s'il y a un sujet en 2007 qui boom comme jamais, c'est celui de la vidéo en ligne. Et sur une plateforme comme YouTube, on l'observe en regardant un peu le temps passé par les utilisateurs sur la plateforme et l'évolution de ce temps passé. Aujourd'hui, vous avez quotidiennement plus de 10 millions d'heures qui sont consommées par les utilisateurs en France sur la plateforme YouTube. Ça place la plateforme YouTube et les plateformes de vidéo en ligne, hein, parce que ce n'est pas YouTube uniquement, c'est le phénomène de la vidéo en ligne qui est plébiscité par les utilisateurs. Ça le place comme une grosse chaîne de la TNT, potentiellement 6e, 7e chaîne française. Et ça, c'est très intéressant parce que ça change complètement le paysage audiovisuel. Ça change complètement la manière dont est considéré l'entertainment par l'utilisateur. Et nous, ce qui nous intéresse, alors évidemment, la croissance est assez forte parce que l'usage veut que ça croisse de cette manière et surtout parce que la manière de consommer la vidéo, elle est aussi éminemment mobile et qu'avec une croissance des usages mobiles, on a une croissance de la consommation vidéo en ligne. Sur mobile, le temps passé entre 2015 et 2016, il a augmenté de 100%. Et au global, de 52%. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que nos acheteurs, nos loueurs, nos vendeurs et nos bailleurs, eh bien, ils regardent des vidéos en ligne aussi. Et 77% d'entre eux, donc entre 25 et 54 ans, ayant déménagé dans les 3 dernières années, regardent des vidéos en ligne. Alors, ils ne regardent pas que des vidéos d'immobilier, évidemment. C'est juste que c'est une habitude de consommation qu'ils ont. Et ils passent du temps, comme le reste des Français, sur des plateformes vidéo. Donc ça, c'est une chose assez intéressante à garder en tête, parce que pour toucher ces utilisateurs, il faut être mobile, d'une part, il faut être vidéo, d'autre part. Et là, je voulais vous partager quelques projets. Alors, juste avant de rentrer dans ces projets, on sait que la vidéo, il y a énormément d'acteurs, et bon nombre sont présents sur ce salon, et on s'en réjouit, qui l'ont investi dans l'immobilier pour faire de la visite en ligne, pour investir la partie de la vidéo à 360. Et ça, c'est une première étape, parce que c'est une première évolution de la vidéo. Une autre évolution de la vidéo, donc, qui est l'étape d'après, c'est celle, évidemment, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. Et donc là, je voulais vous partager un peu quelques projets qui ne sont pas tous des projets Google. Donc celui-là, qui s'appelle zerodensity.tv, pas du tout un projet Google, mais c'est un projet vidéo qui nous semble passionnant. Ce projet vidéo, c'est un projet de réalité augmentée. Et il ressemble un peu à celui que les superproductions hollywoodiennes vous proposent tous les mercredis avec des films de super-héros. C'est juste un écran vert, une caméra et un logiciel et des algorithmes. Mais à partir de ça, ce qui change, c'est que là, en temps réel, on va réussir à imprimer une image et une image vidéo, donc une image pas statique, qui soit de haute qualité et qui soit hyper pertinente quand on voit la vidéo. Donc là, si vous n'avez pas encore le mal de mer là-dessus, tenez-vous bien parce que le slide d'après va lui vous donner la nausée. Mais vous pouvez essayer de voir l'ombre de la personne qui est en train de marcher dans cette image et le reflet dans la glace, ici. Et ça, c'est des traitements qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre et qui sont mis en œuvre. Encore une fois, c'est un exemple. Beaucoup d'autres acteurs investissent ça, mais c'est assez excitant de voir ce qu'on arrive à faire avec aujourd'hui. Dans la réalité virtuelle et augmentée, on a un deuxième projet qui, lui, est un projet universitaire. Alors, pas à vocation commerciale dans l'immédiat, mais en tout cas assez intéressant à voir parce que dans toutes ces thématiques de home staging qui sont votre quotidien et le nôtre dans l'immobilier, on a des choses comme ça qui commencent à se dessiner. L'avenir est là. Ce projet, il a été fait à partir d'une technologie qui s'appelle Tango. Et Tango, c'est une technologie Google, pour le coup, qui est accessible à tous, qui permet, à l'aide d'un smartphone et d'un device donc, de taille raisonnable et de puissance hyper limitée, finalement, de prendre les dimensions d'une pièce et de se projeter dans l'espace. À partir de ça,
on va réussir dans une pièce à définir les angles, les murs, les contours et à placer ou à retirer les objets dans cette pièce. Et donc je vous invite à potentiellement aller voir un peu ce qu'ils font. Évidemment, c'est un projet universitaire, donc ce n'est pas à vocation commerciale, encore une fois, mais c'est la manière de vider, de re-remplir une pièce avec différents éléments. Un autre projet qui tient fort à cœur à Google, c'est un projet qui s'appelle Tiltbrush, qui lui investit sur la création et la créativité, mais toujours dans un environnement de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et ce projet Tiltbrush, donc là, l'image que vous voyez, c'est une image de création artistique. La portée de ce type de projet est évidemment infinie en termes de création. On peut parler de travail, on peut parler de co-travail dans des environnements en 3D. À partir du moment où vous mettez ce casque, donc c'est un projet qui a été fait en collaboration avec HTC. Alors ça, tout est en vente aujourd'hui. Donc vous pouvez acheter le casque et les manettes HTC Vive, installer le logiciel qui s'appelle Tiltbrush et commencer à vous improviser artiste à partir de ce soir. Mais voilà, c'est un projet qui tient à cœur à Google et qui montre un peu que les limites de la création et de la créativité peuvent être dépassées grâce à la réalité virtuelle et à ces petits outils. Et la dernière chose qui façonne un peu le futur, mais de manière un peu plus immédiate, c'est un projet qui s'appelle Daydream, qui lui sera disponible en novembre, donc en novembre de cette année. Ce n'est ni plus ni moins que le casque de réalité virtuelle de Google, dans lequel vous mettez votre téléphone et qui vous donne accès à des applications. L'idée derrière ça, et derrière toutes les entreprises qui investissent les casques de réalité virtuelle accessibles à tous, c'est de changer les usages et de s'incorporer directement dans le foyer. Donc changer les usages de la consommation de contenu, changer les usages de la consommation d'applications, changer la manière dont vous pouvez vous projeter dans l'espace avec différentes applications. Évidemment, ça part avec de l'entertainment, avec des jeux vidéo, avec des vidéos à 360, etc. Demain, des applications comme Maps, des applications tierces vous permettront d'interagir directement. Et donc l'idée, c'est de penser une deuxième manière d'interagir, parce qu'aujourd'hui, les interactions, elles sont limitées à l'écran du smartphone. Demain, elles ne sont plus. Avec le digital, les parcours clients se sont densifiés et fragmentés. Mais ces parcours clients, densifiés ou fragmentés, ils s'articulent toujours autour de 4 étapes, qui sont 4 moments qu'on arrive à percevoir quand on analyse les requêtes qui sont faites par les utilisateurs dans le moteur de recherche. Et ces 4 moments, ils ne sont pas neufs. C'est des choses que vous connaissez déjà. C'est juste que chaque acheteur, loueur, vendeur ou bailleur va passer par ces moments dans son process immobilier. Et ces moments, c'est les suivants. La formulation du besoin. Derrière cette formulation du besoin, cette création d'expertise, il y a en filigrane l'identification de partenaires. Qui va pouvoir m'aider à mieux formuler mon besoin, à mieux comprendre et à créer mon expertise, à mieux visiter, à me prendre par la main. Et puis vous avez 2 étapes qui sont la mise en application de ces premières étapes, qui sont la prospection, les premières visites, et la phase de décision. Et derrière ces étapes, il y a tout autant de questions que se pose la personne, et que la personne pose dans le moteur de recherche à Google. Et quand elle les pose à Google, elle les pose à vous, puisque c'est vous qui apportez les réponses à ces questions. Et derrière la prospection, c'est comment est-ce que je dois visiter ? À quoi je dois faire attention ? Comment est-ce que je dois prendre ma décision ? Quand est-ce que je sais si j'ai trouvé la bonne personne pour louer mon appart ? Quand est-ce que je sais que j'ai trouvé le bon bien à acheter ? Et puis dans la phase de décision, on a des considérations qui sont un petit peu différentes. C'est comment ça va se passer ? C'est stressant cette phase de décision. Est-ce que je prends la bonne décision ? Est-ce que j'achète au bon prix ? Est-ce qu'on essaie de me cacher quelque chose ? Comment est-ce que j'arrive à déceler tout ça ? Et tout ça, c'est autant de questions et autant de moments sur lesquels vous devez vous placer en tant que professionnel et acteur de l'immobilier pour répondre à l'utilisateur. Parce que, historiquement, vous êtes placé
et évidemment je le vois de l'extérieur, mais vous êtes placé un peu plus avec un moment en focus. La prospection, la décision, ça c'est mon moment. C'est le moment où j'ai de la valeur, où j'ai le plus de valeur. Vous avez de la valeur sur tous les moments. Et le premier moment, c'est le plus important, c'est celui de l'identification du partenaire. Et donc quand vous remontez un peu dans ce parcours immobilier et dans ces moments, et que vous arrivez à capturer l'attention et à faire valoir un peu de confiance entre vous et l'utilisateur à ce moment-là, vous avez gagné sur l'ensemble du parcours. Le digital, ce qui a changé en fait, c'est que ces moments, ils n'ont pas changé. Hein. C'est les mêmes depuis des années et des années, et c'est ces moments qu'on a envie de maîtriser. Ce qui a changé, c'est que le digital, il est plus puissant à chaque étape aujourd'hui. Et quand on regarde un peu plus près, vous avez environ 55% des personnes qui ont eu un projet immobilier qui vont se connecter à Internet une ou plusieurs fois par jour pendant son projet. Donc là, on parle de la fréquence de contact que les gens ont avec vos services. Et cette fréquence de contact, elle est bien plus forte pour tous ces moments immobiliers. La deuxième chose qui a changé, c'est que le nombre de sources d'informations, il augmente. Il augmente de manière considérable. Des acteurs qui apparaissent, vous en avez chaque année, chaque mois, chaque jour. Des acteurs qui proposent plus d'informations et qui proposent de répondre à ces questions, vous en avez aussi plus tous les jours. Et donc, trouver votre place parmi cet écosystème, c'est quelque chose qui est difficile aujourd'hui, mais qu'il faut avoir en tête. Autre chose qui change, c'est que finalement, pour l'utilisateur, et je dis bien pour l'utilisateur, mais pour vous aussi, les métiers de l'immobilier, ils ont tendance à se décloisonner. Aujourd'hui, vous avez des banquiers qui deviennent agents immobiliers. Vous avez des agents immobiliers qui vous conseillent sur les bons plans de votre quartier. Vous avez des agents qui vous conseillent sur des décisions d'investissement patrimoniales, quitter le territoire du banquier jusqu'à présent. Vous avez les frontières entre les métiers qui sont de plus en plus floues et qui ouvrent énormément d'opportunités pour tous les métiers auprès de l'utilisateur. Une autre chose qui a changé, c'est que les parcours ils sont plus longs et plus fragmentés. Mais ils sont surtout fragmentés et marqués par des ruptures. Et pour ceux qui étaient à la conférence que j'avais donnée l'année dernière, c'était le sujet de la conférence, et c'est un sujet qui m'est cher. Mais c'est que ce parcours digital, il est marqué par des ruptures. La personne qui va venir et qui va interagir avec votre site, elle va interagir plusieurs fois avec votre site. La question, c'est qu'à chaque fois qu'elle pousse la porte de votre agence, vous la connaissez un peu mieux et vous lui adressez un message qui est personnalisé. À chaque fois qu'elle pousse la porte de votre site, est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'elle n'a pas à recommencer tout son parcours, à reposer les mêmes questions pour avoir les mêmes réponses ? Et ça, c'est une vraie question. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à fluidifier ces parcours ? La deuxième rupture, c'est qu'il est multi-écran. Donc, une fois que la personne est venue plusieurs fois sur votre site, en fait, elle viendra plusieurs fois de plusieurs manières différentes. Et ça pose une difficulté qui est, elle, technologique. La difficulté technologique, c'est de réconcilier ces visites. C'est de bien comprendre que la personne qui est venue sur votre site avec son ordinateur de bureau, c'est la même personne qui possède déjà l'application et à laquelle vous avez envoyé les notifications. C'est la même personne qui, ce soir, se reconnectera depuis son mobile ou depuis son ordinateur à la maison sur votre site pour reposer les mêmes questions. À vous d'apporter les réponses qui lui vont le mieux. Et puis ce parcours, il est multicanal. Comment est-ce que vous améliorez l'expérience en ligne d'une personne que vous avez déjà rencontrée de manière physique ? Une personne que vous avez déjà eue au téléphone, une personne qui a déjà poussé la porte de votre agence. Ça, c'est une clé dans la navigation. La maîtrise de ces ruptures. Aujourd'hui, vous avez très peu d'acteurs, et je parle dans l'Internet en général, qui maîtrisent ces ruptures et qui apportent des scénarios différents de réengagement et qui proposent une expérience plus fluide aux utilisateurs. Ces acteurs-là, ils réussissent mieux que les autres. Il faut se pencher sur ces ruptures pour pouvoir mieux adresser. La façon d'accéder à l'information a changé. Donc là, vous allez penser que je suis monomaniaque, mais quand on voit les chiffres, on a toutes les raisons de l'être. Et les chiffres, c'est celui-là, c'est que les utilisateurs de smartphones, quand ils utilisent un smartphone dans leur projet immobilier, ils utilisent quasiment exclusivement leur smartphone. Alors, je dis les utilisateurs, ce n'est pas tous, mais vous en avez 41% sur ceux qui ont eu des projets immobiliers concrétisés dans les 3 dernières années, qui affirment utiliser quasiment exclusivement leur smartphone
au sein de leur navigation. Le dernier point, et c'est un autre point qui m'est cher, c'est que l'attente des clients est beaucoup plus élevée, on le disait en début de présentation. Il est beaucoup plus élevé parce que ces clients, en ligne, ils ont pris des mauvaises habitudes, des mauvaises bonnes habitudes. Et ils les ont pris parce que certains services leur ont donné. Et là, on va essayer de décortiquer 3 exemples. Mais c'est vrai que finalement, avec Amazon, les clients, ils ont pris la mauvaise habitude d'être bien servis. Et la mauvaise habitude, c'est que la qualité et la fluidité de l'expérience, c'est ça qui fait le succès d'Amazon. C'est quand vous allez sur le site, on vous propose le bon produit au bon moment. Quand vous le commandez, vous le recevez le lendemain. C'est extrêmement simple, extrêmement fluide, et les personnes vous connaissent. Et le problème, c'est que ça façonne des usages. Et que ce client Amazon, quand il va sur un autre site ou quand il vient chez vous, il attend la même qualité de service. Comment ça, on s'était parlé hier? Vous ne me reconnaissez pas? Et ça, c'est effarant, et je suis sûr que c'est quelque chose dont vous faites l'expérience au quotidien. Mais la qualité de service et l'expérience client, ça, c'est quelque chose qui a été façonné et accéléré par le digital. Et aujourd'hui, les gens attendent ça, et sur le digital, et dans le monde physique. Ils ont pris cette mauvaise habitude. Une autre mauvaise habitude, c'est finalement, et on s'en excuse là-dessus, mais c'est la rapidité d'accès à l'information et la rapidité d'accès à la bonne réponse quand on pose une question. Aujourd'hui, les gens, ils sont impatients. Avant, quand on se posait une question, il fallait ouvrir un livre. Alors souvent, c'était un livre qui valait mieux voir de face que de profil, parce que c'était un dictionnaire, donc il était très épais, très lourd. Et puis on mettait un peu de temps, et puis on ne trouvait pas toujours la bonne réponse, parce qu'en fait, il y avait des synonymes, etc. Aujourd'hui, quand vous faites une recherche dans Google, les algorithmes sont capables de comprendre le sens de votre recherche. C'est ce qu'on appelle le knowledge graph. Ils sont capables de comprendre et de vous proposer les entités qui correspondent à votre recherche. Faites l'exercice, faites la même recherche que votre voisin. Aujourd'hui, sur Google, vous n'aurez pas les mêmes réponses parce que vous n'êtes pas la même personne et que les réponses sont adaptées et adaptées de manière pertinente. Et donc aujourd'hui, ces gens, ils ont pris la mauvaise habitude d'avoir la bonne réponse et puis d'avoir une réponse immédiate à leurs questions. Et ils ne comprennent plus pourquoi est-ce que ça prend du temps en fait, de poser la réponse. Et donc je ne dis pas qu'il faut avoir une solution à tout, hein, mais je dis juste qu'il faut bien comprendre l'état d'esprit et l'expérience que les gens attendent de vous et de nous dans leur service. Et puis la troisième, ça ne marche plus. Voilà, la troisième. Alors, la troisième, c'est chez nos amis de Facebook que les clients ont pris cette mauvaise habitude. Cette mauvaise habitude, finalement, c'est d'avoir accès à un flux continu d'informations, d'avoir une certaine facilité pour la partager, cette information, et d'exprimer son émotion par rapport à tout et n'importe quoi comme information. Et donc aujourd'hui, si votre plateforme digitale, elle ne propose pas une manière de partager hyper rapide, hyper fluide, hyper simple à son réseau, et ben, elle est un peu has-been. Et ça, c'est une vraie mauvaise habitude. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui proposent du partage, mais dès que vous avez 8 clics pour pouvoir partager une information, qu'on vous demande de la mettre sous tel format, que finalement, en fait, ça va être envoyé par mail, qu'il faut remettre l'adresse, etc., c'est déjà perdu parce que finalement, la mauvaise habitude que ces gens ont pris, c'est d'avoir accès à leur réseau, de pouvoir partager une information, une idée ou une émotion extrêmement rapidement. Et ces plateformes, ce n'est pas les seules. On aurait pu citer beaucoup d'autres acteurs qui, eux, au quotidien, œuvrent à leur juste mesure, mais qui façonnent de manière globale des attentes chez les clients qu'il faut aujourd'hui respecter si on veut bien les traiter. Et donc ça nous pousse à notre troisième partie, c'est que pour gagner et pour capitaliser sur ces moments de l'immobilier, il faut absolument se recentrer sur l'utilisateur. Et pour se recentrer sur l'utilisateur, j'ai essayé de nous monter une petite checklist qu'on va parcourir ensemble. C'est que vos prospects, ils sont en ligne. Soyez-le autant qu'eux. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire soyez-le parce que je sais que vous êtes en ligne. La question, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont ultra connectés et experts du digital. Il faut un service à leur hauteur, donc il faut l'être autant qu'eux.
Et pour ça, il y a 3 choses. Il y a le mobile, on y viendra, répondre aux questions et la vidéo. Le mobile, il y a quelques mots-clés que j'aimerais parcourir avec vous. On n'aura pas le temps de tout voir. Mais le mobile, aujourd'hui, il suffit plus, mais c'est déjà pas mal. Hein. Il suffit plus d'avoir un site responsive. Responsive, c'était l'année dernière, c'est cette année. Demain, les mots-clés autour du mobile, ça s'appelle AMP, ça s'appelle PWA et ça s'appelle Mobile First Indexing. AMP, c'est Accelerated Mobile Pages. Vous l'avez peut-être remarqué aujourd'hui quand vous naviguez dans Google, quand vous faites une recherche ou quand vous naviguez dans Facebook, les articles de publisher, donc les articles de presse qu'on vous propose en priorité sont des articles qui s'affichent en un claquement de doigts dans l'interface. Accelerated Mobile Pages, c'est ça. C'était avant tout réservé aux publishers, donc aux éditeurs de contenu jusqu'à maintenant. Demain, ça s'adresse à l'ensemble des acteurs. Et demain, si vous voulez avoir un site mobile qui se charge plus vite que celui de vos concurrents, il faut tabler sur ces technologies de pages mobiles accélérées. La deuxième technologie, et là je vais vous montrer des exemples. Alors on va juste passer un tout petit instant sur la troisième parce qu'on n'y reviendra pas. Mobile First Indexing. L'année dernière, je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, l'année dernière et cette année, les rankings Google en termes de SEO ont été fortement impactés par le mobile. C'est-à-dire que tous les sites qui n'étaient pas mobile first, quand les clients faisaient une recherche mobile, ont été relégués en second plan. Ça, c'est une première chose. Demain, il y a une priorité qui va être donnée aux sites mobiles de qualité. Et cette priorité, elle sera dans l'indexing, donc ils vont être indexés en priorité. Et on aura un indexing qui va être différent pour le site mobile et pour le site desktop. C'est un tout petit peu technique, mais je m'explique. Le tout, ce qu'il faut garder en tête, c'est de bien investir sur votre site mobile. La technicité, c'est juste qu'aujourd'hui, pour indexer du contenu, donc pour pouvoir avoir un bon ranking dans les pages de résultats de Google, on regardait votre site global. S'il avait une version mobile, on vous affichait, mais on regardait votre site global et le contenu présenté dans le site global. Demain, Mobile First Indexing, on va regarder ce que vous proposez sur votre site mobile et ce que vous proposez sur votre site desktop. Si vous proposez des contenus différents ou que le contenu est moins bien sur mobile, vous serez noté un petit peu moins bien sur mobile. La question, c'est toujours, de la part de Google, de savoir si vous répondez bien aux requêtes des utilisateurs et si vous êtes capable d'apporter la réponse à la question qui demande. Le dernier acronyme, c'est PWA. Et ça, c'est l'avenir du site mobile. C'est Progressive Web Apps. Aujourd'hui, les frontières entre les sites mobiles et les applications, elles sont, elles aussi, de plus en plus floues. Sur les sites mobiles, vous pouvez faire un tas de choses qui étaient avant réservées au domaine de l'applicatif, parce que c'était un domaine qui était un peu plus stable et qui tirait mieux parti des performances du smartphone. Aujourd'hui, avec des technologies comme Progressive Web Apps qui vont tendre à se développer dans le futur, vous pouvez, sur votre site mobile, avoir des fonctionnalités qui sont avant-gardistes et qui ressemblent à celles des apps. Notamment celle-ci, la navigation offline. La navigation offline, c'est intéressant, c'est surtout intéressant pour fluidifier l'expérience, parce que votre navigation mobile, elle a lieu en mobilité, à des endroits où, de temps en temps, la connexion et la connectivité n'est pas optimale. Et donc cette navigation offline, elle vous permet d'avoir une expérience sans couture sur votre site mobile. Un deuxième exemple de ce qui est possible avec les Progressive Web Apps, et encore une fois, c'est pas exhaustif, c'est juste des exemples. On en est au tout début. C'est la possibilité d'installer un raccourci sur Android, ici, un raccourci vers le site directement. Donc ça, c'est quelque chose qui était possible. Aujourd'hui, vous pouvez le proposer directement sur votre site. Vous aimez mon site, à la 3e page, télécharger, installer un raccourci vers mon site directement sur votre écran. La 4e, c'est la possibilité, comme dans les applications, à partir de sites internet, d'avoir accès à des push notifications. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir une application pour pousser des notifications à la personne. Votre utilisateur aura lui besoin d'accepter les notifications en provenance de votre site, mais une fois qu'il a accepté, vous êtes capable, même quand le navigateur est fermé, de pousser des notifications. Et ça change un peu la manière dont le web était fait sur le mobile. Voilà un peu là-dessus. Répondre aux questions des internautes, j'imagine qu'elles sont claires, ces questions pour vous. Il y a des questions à chaque étape du parcours, à chaque moment correspondent des questions. L'exercice à faire, c'est juste
de se poser, d'écouter ses clients et de voir un peu les questions qui se posent. Vous les connaissez. Maintenant, il faut y répondre en créant du contenu. Il faut y répondre de manière digitale si vous voulez avoir une présence à tous ces moments pour vos utilisateurs. Et y répondre de manière digitale, ça veut dire développer des contenus, ça veut dire mettre en avant ces contenus, les faire référencer, potentiellement les pousser avec du média payant. Sur YouTube, alors, il y a plein de choses, mais investir le média vidéo, c'est extrêmement important. Et donc, on parle de YouTube, on parle d'autres plateformes vidéo, bien évidemment, mais je mets en avant un peu YouTube. Et là, je vous ai donné 3 exemples qui sont des exemples un peu marrants de ce qui est fait aux États-Unis. Quand vous interrogez ces 77% d'utilisateurs qui sont des utilisateurs qui ont déménagé dans les 3 dernières années et qui regardent des plateformes vidéo, et que vous les interrogez en leur demandant quel type de contenu immobilier les intéresserait. Il y a du contenu technique. Et là, on est bien, parce que quand je vois le nombre d'acteurs dans ce salon qui proposent ces solutions-là, ce contenu technique, c'est des visites en ligne, c'est des vidéos à 360 sur des biens, etc. La deuxième chose, c'est du contenu d'entertainment, de divertissement. Et ça, il n'y a pas de secret, hein. C'est le succès d'émissions comme Recherche appartement ou maison, que vous connaissez tous, fait que l'immobilier... il fait partie du quotidien, mais il fait partie aussi aujourd'hui de l'entertainment des utilisateurs. Et ces utilisateurs-là, sur les plateformes vidéo en ligne, ils sont aussi intéressés par ce type de contenu. Et à cet effet, il y a 3 exemples là, que je voulais vous montrer qui sont développés par nos amis américains qui, eux, sont un tout petit peu en avance par rapport à nous sur ce type de contenu. Ce type de contenu de divertissement lié à l'immobilier. Vous avez Zillow qui propose alors c'est une web-série, c'est des petits épisodes qui s'appellent Open House et qui suivent des fans de l'immobilier qui vont faire ces fameuses Open House, donc ces visites dans des maisons ouvertes et qui se baladent dans les maisons et qui partagent un peu leurs tips de qu'est-ce qu'ils regardent quand ils font des visites, etc. Je vous invite à les regarder, c'est intéressant. Vous avez chez Realtor quelque chose qui s'adresse un peu plus au fait de répondre aux questions de début de parcours des utilisateurs. Et ces questions de début de parcours, c'est comment est-ce que j'achète une maison, comment est-ce que j'achète un appartement, et donc c'est pour ça que ça s'appelle The Home Buying Process in Plain English. Donc le process d'achat immobilier expliqué simplement. Et ils ont pris le parti de le faire avec humour, donc sur des petits épisodes. Vous reconnaissez peut-être l'actrice qui est Elizabeth Banks, qui a prêté son personnage dans cette web-série. Et cette web-série a plutôt du succès, puisque les épisodes sont vus à hauteur de 120 000 vues, 150 000 vues. Sur la plateforme, ce qui est plutôt pas mal en termes de contenu. Et puis vous avez un troisième type de contenu, toujours chez Realtor. Il y en a plein d'autres sur Internet. Vous pouvez vous balader et regarder. C'est toujours assez intéressant de regarder ce qui est fait aux États-Unis à ce sujet. Ce troisième type de contenu, c'est un contenu type do-it-yourself. Et donc c'est un contenu assez didacticiel, fait lui sous forme de dessin animé ou en tout cas d'animation, et donc qui évidemment impose un petit peu moins d'investissement de la part de Realtor pour créer ce contenu, qui est toujours intéressant pour les utilisateurs. Et donc la question c'est, et vous, y a du contenu à créer pour tous les types d'utilisateurs. Et vous n'êtes pas obligé de créer de ce type de contenu, des web-séries ou des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le média vidéo, c'est un média qui parle à vos clients et aux utilisateurs. Pourquoi pas l'utiliser pour mettre en avant votre proposition de valeur et pour avoir une présence, répondre aux questions des utilisateurs sur les plateformes vidéo. La deuxième chose, c'est que vos prospects, ils sont exigeants. Ils l'étaient déjà avant, ils le sont plus aujourd'hui, on l'a vu. Donnez-leur le service qu'ils méritent dans le traitement de la rupture. Et donc, il faut penser les scénarios aujourd'hui de la rupture. Qu'est-ce que je propose en termes de personnalisation d'expérience sur mon site, sur le digital, et comment j'accueille les gens qui poussent la porte de mon agence quand je sais pertinemment qu'ils sont déjà allés sur Internet, qu'ils ont déjà visité et qu'ils ont déjà commencé leur process immobilier de leur côté de manière digitale.
Il n'y a pas besoin de beaucoup de technologie pour répondre à ces questions-là. Il faut juste essayer un petit peu d'y réfléchir et de trouver des manières simples et dans la communication et dans la proposition de valeur que vous pouvez avoir pour les utilisateurs. La deuxième, c'est dans la qualité de votre service. Mais ça, je sais que c'est un travail que vous faites au quotidien. C'est ajouter cette 4e étoile que vous méritez tous. Et ajoutez-la en pensant à ce que les utilisateurs attendent aujourd'hui quand ils sont habitués à avoir un service premium sur Amazon, à recevoir une boîte de chaussures Sarenza avec le bon de retour déjà imprimé, à ce qu'on leur dise merci quand ils achètent 20 paires de chaussures qu'ils renvoient les 20 et que pour vous c'est beaucoup de travail et de l'argent perdu, etc. Mais c'est ce type de service qu'il faut essayer de développer pour ces utilisateurs et ces nouveaux utilisateurs exigeants. Notre élément, c'est que vos prospects vous cherchent. Il faut aller chercher vos prospects. Et aujourd'hui, dans un écosystème qui montre toujours plus d'acteurs et toujours plus de concurrence dans le fait de répondre à ces questions et de proposer ces services, il faut être proactif. Et aller chercher ces prospects, c'est faire du média. Donc, c'est dépenser des euros marketing pour aller les chercher en ligne. Digitaliser votre communication. Digitaliser votre communication, attention, ça ne veut pas dire abandonner la communication offline. Ça veut juste dire que pour chaque communication que vous faites aujourd'hui de manière physique, un mailing, un tractage, une journée porte ouverte, etc., trouver un pendant digital qui va bien et qui permet d'avoir une relation qui soit online et offline avec vos utilisateurs. Et pour aller les chercher, c'est du search. Les plateformes de recherche, il faut être présent sur les plateformes de recherche. C'est du display, c'est de la vidéo. C'est du display, de la vidéo ciblée, bien évidemment. On n'a pas envie de s'adresser aux personnes... on n'a pas envie d'avoir une part de voix dans les 10 millions d'heures qui sont consommées chaque jour sur la plateforme YouTube. On a envie de s'adresser de manière ciblée et on y vient. Faites du mailing. Investissez des plateformes comme Gmail pour pouvoir adresser vos consommateurs de manière ciblée directement. La deuxième partie, c'est le ciblage, évidemment. C'est que sur tous les consommateurs, vous en voulez un, mais pas l'autre. Et ce ciblage-là, ça tombe bien parce qu'on parlait de marketing tech, c'est la grande tendance d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, sur 16 millions de Français qui se sont connectés en 2015 à une plateforme immobilière, vous en avez 6 qui ont déménagé. Donc vous en avez 6 qui sont véritablement intéressés et intéressants pour vous. Et ces 6 millions de Français, comment est-ce qu'on les adresse eux particulièrement et qu'on laisse les 10 de côté? Chez Google, on a la chance d'avoir 7 plateformes à 1 milliard d'utilisateurs et ces 7 plateformes, elles nous permettent de collecter des informations et ces informations, elles vont être la source de nos ciblages. Ces informations, elles vont être traduites en signaux. Et des signaux, vous en avez plus d'une centaine aujourd'hui que vous pouvez activer en médias pour aller toucher une personne et pas l'autre. Et ces signaux, ils divergent. C'est des signaux démographiques, c'est des signaux géographiques, c'est des signaux d'intérêt. Là, on commence à être un peu plus intéressé. C'est des signaux d'engagement. Aujourd'hui, pour un utilisateur donné, on est capable, sur des plateformes digitales, de savoir s'il va acheter ou vendre un bien immobilier dans les 6 mois. On est capable de déterminer l'engagement de cet utilisateur en fonction des signaux qu'il a donnés, de la fréquence avec laquelle il les a donnés. Et ces signaux, si on regarde un peu, et c'est juste un exemple un peu marrant, ils nous permettent de dresser un peu le portrait robot de nos utilisateurs. Et chez notre acheteur, ce portrait robot, chez votre acheteur immobilier, en fait, ça nous montre que par rapport à la population française, notre acheteur immobilier a 2 fois moins de chances de posséder une PlayStation 4 et de jouer à Watch Dogs 2, qui est le prochain blockbuster sur PlayStation. Par contre, il a 2 fois plus de chances que l'ensemble des Français de s'intéresser à des actualités de tennis. Vous imaginez qu'avec ce degré, cette granularité d'information, on est capable de profiler une base d'utilisateurs qui soit hyper précise. Ces informations, vous y avez accès déjà si vous utilisez Google Analytics.
vous y avez accès en guise de profilage de l'audience qui vient sur votre site. Donc vous êtes capable aujourd'hui de dire quelles sont les affinités et quels sont les sujets qui intéressent le plus mes utilisateurs. Quels sont les sujets desquels je dois parler avec eux quand ils viennent en boutique ou quand ils viennent sur mon site. Comment est-ce que je dois les adresser? Qu'est-ce qui fait leur vie au quotidien? Vous êtes capable d'avoir ces informations, vous êtes capable aussi de les utiliser en médias de manière plus intelligente. Et donc aujourd'hui, en fait, on est bien capable de différencier ces types d'utilisateurs. On est capable de différencier l'acheteur du loueur, on est capable de différencier le badaud du prospect, on est capable de différencier les gens qui sont intéressés par du neuf et les gens qui sont intéressés par de l'ancien. On est capable d'isoler les gens qui sont intéressés par l'immobilier commercial. Et c'est une période qui est extrêmement excitante, et je terminerai là-dessus. Elle est excitante pour tous les marketeurs qui sommeillent en vous. Elle est aussi excitante pour les utilisateurs, parce que toute cette digitalisation, tous ces signaux, ils augurent des services de meilleure qualité. Ils augurent un parcours qui sera encore plus fluide et encore meilleur à l'avenir. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2017. Merci beaucoup.